Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog. Alors aujourd'hui je fais l'interview de François-Xavier qui est agent d'assurance pour vous expliquer exactement ce qu'il est en train de se passer sur le marché des assurances aujourd'hui par rapport au coronavirus et par rapport à vos activités et ce que vous pouvez attendre de vos assurances. Allez, je vous mets l'interview tout de suite. Bonjour François-Xavier, merci d'être disponible un mercredi soir. Je sais que tu as plein de trucs à faire et que tu es super sollicité en ce moment, donc c'est vraiment gentil de ta part de participer à cette interview. Comme tu le sais, on a reçu plein de questions sur le sujet des assurances et il se trouve que c'est ton métier et que tu vas pouvoir nous renseigner. Alors, est-ce que tu peux en quelques mots s'il te plaît te présenter pour tous les internautes qui vont regarder cette vidéo avec nous? Bah écoute, oui, alors déjà, bonsoir Marc-Antoine. Merci de me donner la parole pour m'exprimer sur un sujet qui est un petit peu polémique en ce moment. Donc pour me situer un petit peu, François-Xavier Renard, je suis agent général d'assurance pour la compagnie GAN à Gisors dans l'Eure, entre Paris et Rouen. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'assurance et j'ai repris mon cabinet il y a 1 an et demi. Okay. Et donc nous, notre cœur d'activité, c'est les professionnels et les entreprises. Et dans ce cadre-là, on assure un certain nombre d'hôtels, de restaurants, également de gîtes et de chambres d'hôtes. Ok, ça marche. La première question que je vais te poser, c'est que la semaine dernière, il y a eu un énorme effet d'annonce de la part du groupe Crédit Mutuel CIC à propos d'une prime de relance mutualiste. Pour les gens comme nous qui ne comprenons pas grand-chose à votre dialecte, est-ce que tu peux nous faire un décryptage? Qu'est-ce que c'est que cette prime de relance mutualiste qu'ils ont annoncée? Alors, déjà, il faut être très clair, le Crédit Mutuel CIC ont été très très forts. Ils ont fait vraiment un très bel effet de communication, tout le monde en a parlé, tout le monde en parle encore, Ouais, la preuve, la sans trop preuve, on en savoir fait, s'il y a, la preuve, on en fait une voilà, vidéo aujourd'hui. sans trop savoir ce qu'il y a derrière. Alors, effectivement, ils se sont engagés à reverser 200 millions d'euros à quelques 27 000, 28 000 clients, des clients artisans, commerçants, enfin différents chefs d'entreprise qui ont eu l'obligation administrative de fermer durant cette phase de confinement, D'accord. sachant qu'ils ont indiqué qu'en moyenne, ils verseraient quand même 7 000 euros à ces clients-là. Et il y a un élément qui est important, c'est que tu m'as bien dit que c'est pour les entreprises qui ont été obligées administrativement de fermer. Et donc on sait par exemple que beaucoup de maisons d'hôtes et d'hôtels n'ont pas du tout eu l'obligation administrative de fermer. Donc dans ce cas-là, même s'ils sont au groupe Crédit Mutuel CIC, ils ne sont pas du tout concernés par cette prime de relance mutualiste. Alors exactement, tout à fait. Alors la deuxième question, en temps normal, et je sais bien qu'on n'est pas en temps normal, mais il faut qu'on puisse se comparer à quelque chose. Comment fonctionne la garantie perte d'exploitation d'une assurance? C'est vraiment un sujet important. La garantie perte d'exploitation, c'est une garantie qui ne fonctionne pas seule. En fait, elle fonctionne adossée à un sinistre garanti. Donc à une garantie qui est mobilisée dans le cadre d'un sinistre type incendie, vol, dégâts des eaux, bris, enfin événements climatiques. Voilà, c'est une garantie qui vient dans ce cadre-là indemniser en fait la perte de marge brute. Cette garantie perte d'exploitation, elle permet de replacer une entreprise dans la situation économique et financière qui aurait été la sienne s'il n'y avait pas eu de sinistre. D'accord, donc il faut d'abord qu'en fait on identifie ce sinistre et qu'il soit accepté comme tel. Exactement. Okay. Et donc dans les contrats, la garantie perte d'exploitation couvre en fait les dommages matériels. Et en l'occurrence, la crise du coronavirus, il n'y a pas de dommages matériels à proprement parler. Merci pour tes explications, François-Xavier, sur le fonctionnement normal de la garantie perte d'exploitation dans la vie de tous les jours. Hein. Quel va être l'impact du coronavirus sur cette garantie de perte d'exploitation et est-ce que les propriétaires de maisons d'hôtes et d'hôtels peuvent espérer attendre quelque chose à ce niveau-là? Alors, ma réponse va être directe. Non. On rentre pas du tout dans le cas standard et c'est assuré, entre guillemets, par personne sur le marché. Par rapport à ça, sur le coronavirus, et pour illustrer, parce qu'en fait, je pense que au-delà des mots, les chiffres seront peut-être un peu plus parlants. J'ai pris le cas je voudrais citer comme exemple le cas d'un client qui est un hôtel-restaurant, somme toute assez classique, une petite dizaine de chambres, une activité qui fonctionne essentiellement avec le restaurant. Il génère habituellement un chiffre d'affaires de l'ordre de 445 000 euros par an. Si on estime que le confinement dure 3 mois et que dans 3 mois, au total, il y aura eu 3 mois pour que les restaurants et les hôtels réouvrent et reprennent leur activité. Imaginons qu'il a un chiffre d'affaires qui soit vraiment lisse sur l'année, ce qui n'est pas le cas, mais voilà, pour l'exercice, on peut dire que ça peut être ça. Si à 445 000 euros de chiffre d'affaires, j'enlève 3 mois d'activité, en gros, on peut estimer que la perte de chiffre d'affaires durant le confinement est de l'ordre de 112 000 euros. D'accord.
sur ces 112 000 euros, on va appliquer en fait le taux de marge brute. Donc sur le marché, on estime que 70%, c'est le taux de marge brute pour un hôtel-restaurant. Okay. Donc 70% de 112 000 euros, ça représente 78 000 euros. Okay. Donc on va dire que si on devait garantir le coronavirus, la fermeture administrative des établissements, voilà comment ce serait en gros, pour ce type d'établissement, on pourrait être amené à verser 78 000 euros d'indemnisation. Sauf qu'en parallèle, la prime d'assurance annuelle de cet établissement, de cet hôtel-restaurant, est de l'ordre de 2 289 euros hors taxe à l'année. Et si je prends dedans juste la part qui concerne la perte d'exploitation, c'est 70 euros dans cette prime. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment infime, ça représente 3% de la prime annuelle. L'assurance fonctionne sur un principe de mutualisation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'ensemble des clients qui payent une prime d'assurance pour être protégés, pour avoir l'établissement protégé, mais la prime qui est payée sert en fait à indemniser les clients qui ont été victimes de sinistres. Donc là, en l'occurrence, si on voulait que la garantie perte d'exploitation fonctionne pour cet établissement-là, en dehors du coronavirus, par exemple pour un incendie ou autre, 3 mois d'inactivité, pour payer les 80 000 euros de perte d'exploitation, il faudrait plus de 40 hôtels-restaurants ou 40 clients qui payent une prime sans avoir de sinistre par ailleurs, pour qu'on puisse compenser entre ce qu'on encaisse comme prime et ce qu'on règle comme sinistre. Donc là, dans le cadre du coronavirus, avec tous les hôtels-restaurants, les chambres d'hôtes, etc., enfin toutes les entreprises qui ne peuvent pas travailler, qui ont l'obligation de fermer ou qui sont touchées, eh bien on ne peut pas faire face financièrement à ce sinistre. Aujourd'hui, le marché de l'assurance a estimé que il fallait couvrir les pertes d'exploitation du marché, il faudrait 60 milliards d'euros pour couvrir toutes les entreprises qui ont eu l'obligation de fermer et qui ont une baisse d'activité, qui ont une baisse de chiffres. 60 milliards d'euros, c'est considérable. Ça représente plus que ce que toutes les compagnies d'assurance encaissent en un an en France, sur la partie dommages, donc hors vie. Donc c'est vraiment considérable. C'est une année de prime, plus qu'une année de prime encaissée, sachant qu'il faudrait qu'il n'y ait aucun autre sinistre en parallèle, quoi. Ouais, parce que donc sinon, il ne pourrait pas être couvert. La solution réside a priori dans l'établissement d'un mécanisme spécifique, puisqu'en fait on a beaucoup entendu des gens, notamment sur les réseaux sociaux, des restaurateurs et autres, ou des gérants de chambres d'hôtes, qui disaient oui, est-ce qu'on peut pas appliquer par exemple le régime des catastrophes naturelles? Alors sans parler du fait que le régime des catastrophes naturelles, ça représente à peu près 3 milliards d'euros, entre 3 et 4 milliards d'euros par an. Donc là, il faudrait 60 milliards, donc on n'y est pas du tout. Et en plus, ça serait dévoyer un fonds et on ne sait pas si d'ici la fin d'année, on aura des catastrophes naturelles ou pas. La solution résidera certainement, comme pour ce fonds des catastrophes naturelles, ou comme il existe aussi un fonds attentat, demain, on établira certainement une taxe sur les contrats d'assurance pour pouvoir justement pallier à des risques comme celui qu'on vient de connaître avec la crise du Covid. Ok, ça marche. Donc ça paraît très clair à ce niveau-là. Je pense que tu as plutôt bien répondu à cette question. Pour résumer assez brièvement, dans l'état actuel des choses, à part le groupe Crédit Mutuel CIC qui va verser cette prime de relance mutualiste pour les établissements, enfin pour 27 000 établissements qui ont eu l'obligation administrative de fermer, pour les autres, il faut pas attendre en fait de la part de leurs assurances une garantie de perte d'exploitation, ou alors vraiment au cas par cas discuter avec son assureur, voir si éventuellement lui il n'est pas capable à son échelle de faire un geste pour aider, pour sauver une entreprise. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. Les garanties mobilisables sur le marché donc sont inexistantes, sauf cas très particuliers. Donc malheureusement, et on comprend en fait la situation de toutes les autres entreprises qui sur le marché français ont dû fermer ou ont une activité très réduite liée à cette crise et qui du coup effectivement risquent de voir la pérennité de l'entreprise remise en question. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Aujourd'hui, chaque compagnie d'assurance et chaque banque assureur entre guillemets essaye de mettre en place des dispositifs pour essayer de fournir une sorte d'indemnisation à leurs clients, mais une indemnisation qui n'a aucun rapport avec les garanties. Ouais, c'est vraiment entre guillemets plus du geste commercial qu'autre chose. Ouais, c'est pour aider, éviter qu'une petite entreprise fasse faillite. On va l'aider à traverser ça, même si ça correspondrait pas exactement à ce qu'ils ont besoin. Ça va permettre de passer la difficulté et puis qu'ils se relancent derrière. C'est exactement ça. Okay. Cela étant dit, aujourd'hui, il y a beaucoup d'assurance bashing, on met tout sur le dos des assureurs, etc., etc.
Bon, je veux bien entendre tout ça. Aujourd'hui, il faut quand même avoir en tête que le secteur de l'assurance représente moins de 1% du PIB français. Malgré tout, les assureurs ont contribué à hauteur de 3,2 milliards d'euros à différents dispositifs de sauvegarde des TPE, enfin au fonds de solidarité que l'État a mis en place avec le fameux 1500 euros. Ouais, Donc, les assureurs ont contribué à ça. on a beaucoup d'élèves qui ont réussi à obtenir ces 1500 euros. Donc voilà, faut bien qu'ils comprennent qu'une proportion non négligeable de ces 1500 euros ont été payés par les assureurs, alors qu'en soi, ils n'étaient pas du tout obligés de le faire, quoi. Voilà, c'est une mesure de solidarité. Et les assureurs ont multiplié en fait des mesures extra-contractuelles et de solidarité envers entre guillemets l'ensemble de la population. Aujourd'hui, moi, je représente la compagnie Gain Assurance, à Gain Assurance, par exemple. Au-delà du financement des fonds, comme tous les assureurs, on a pris des dispositifs spécifiques pour des clients. On offre notamment des mois d'assurance auto gratuite pour des personnels soignants. On essaye d'aider à notre mesure nos clients pros, les TPE, les PME, en offrant plusieurs mois d'assurance gratuite. Enfin voilà, on essaye en fait de trouver des solutions en fonction du besoin de chacun. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler que normalement, sur tout ce qui est le risque qui sont inassurables, c'est-à-dire vraiment les choses dont l'ampleur est tellement importante que ça dépasse tout le monde, normalement c'est l'État qui est censé intervenir. Donc, voilà, aujourd'hui malheureusement l'État, on voit que c'est un peu compliqué. C'est le même sujet qu'en fait les dommages en temps de guerre. Hein. Les dommages en temps de guerre, c'est l'État qui indemnise, pas les acteurs, on va dire, privés ou même mutualistes. C'est au-delà de ce qu'une entreprise peut faire. On peut faire. Ok, ça marche. Écoute, une dernière question avant que je te laisse pour que tu puisses profiter de ta soirée et de l'apéro. On a pas mal d'élèves au dodo qui nous ont demandé, ok, quel est le package minimum d'assurance que nous, en tant que maison d'hôte ou en tant que hôtel indépendant, on doit avoir? Alors, la réponse, en fait, ça va être à peu près la même. Hein. Les garanties essentielles à avoir, en fait, sont assez standardisées sur le marché. C'est de l'incendie, du dégât des eaux, évidemment, du vol, du bris de machine, éventuellement, pour ceux qui pourraient avoir des ascenseurs ou ce type d'équipement. Ouais. Voilà, ce type d'installation. Sachant que le volet hyper important, c'est aussi le volet responsabilité civile. Responsabilité civile, pourquoi? Parce que dès lors qu'un client vient chez vous, dans votre établissement ou votre maison d'hôte, si par une raison X ou Y, il subit il subit des dommages corporels de votre fait ou du fait de vos préposés, c'est vous qui en êtes responsable. Donc ça, c'est le premier point. On va dire, oui, mais bon, normalement, ça arrive peu ou pas. Oui, sauf qu'à côté de ça, vous avez aussi des infrastructures. Par exemple, vous avez une piscine, vous avez malheureusement un enfant qui viendrait à se noyer par exemple dans la piscine, même si vous êtes censé respecter les normes et les protections autour de la piscine, avec soit des clôtures, soit des bâches ou autres. Ouais. Si un enfant se noie, il faut que vous soyez en capacité de montrer que vous avez tout mis en œuvre pour que ce type d'accident n'arrive pas. Ouais. Sinon, c'est votre responsabilité qui est engagée. D'accord. Donc voilà, c'est important. On a souvent aussi en zone rurale souvent des chambres d'hôtes d'ailleurs qui sont parfois au sein de fermes et qui proposent des balades à cheval ou autres. Dès lors que ce sont des prestations qui sont proposées dans le cadre de votre établissement, quelque part vous engagez aussi votre responsabilité par rapport au comportement que les chevaux pourraient avoir, etc., etc. Donc en fait tout ça c'est vraiment à bien intégrer. Donc l'assurance ne doit pas être vue que du côté on va dire dommage au bien, mais aussi en termes de responsabilité. Et ça c'est vraiment important. En termes de produits d'assurance, en fait, la situation va être assez simple. Vous avez un hôtel, bon, ils font un contrat à titre professionnel. En revanche, il y a beaucoup de chambres d'hôtes, de gîtes, sur lesquels vous n'avez pas forcément besoin de souscrire un contrat spécifique, mais ça peut être couvert par une option dans le cadre d'un contrat habitation. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de votre assureur, et souvent, donc, on étend assez simplement les garanties de la maison sur la chambre d'hôte ou sur le gîte que vous pouvez avoir. Ok, super François-Xavier. Eh ben, écoute, c'est très clair. Je mettrai au montage ton adresse mail pour les gens qui ont des questions, si jamais ils ont besoin d'approfondir ça. Je te remercie beaucoup pour ta disponibilité ce soir.
Je fais une toute petite parenthèse. Avant qu'on discute avec François-Xavier, j'ai contacté de nombreux agents d'assurance qui ont refusé de se mouiller et de participer à cette interview, probablement de peur un petit peu de prendre la responsabilité. Toi, tu as eu le cran de le faire, donc je te remercie. Et puis écoute, on continue de surveiller ça de très près. Il est possible que certains des internautes qui nous suivent aient des questions. François-Xavier, bien évidemment, y répondra avec ses équipes, hein. On va vous mettre son adresse email pour ça. Voilà pour cette interview. J'espère que ça a été intéressant et instructif pour vous. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses. Je vous le rappelle, pendant le confinement, on continue d'offrir gratuitement nos rendez-vous de diagnostic. Donc, si vous avez besoin de prendre du recul sur votre activité, n'hésitez pas à le planifier avec nous, hein. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Le principe est super simple. On fait un rendez-vous téléphonique ensemble, ou WhatsApp, ou Skype, ou FaceTime, hein, comme vous voulez. Si vous êtes bien coiffé, il n'y a pas de souci, on peut se voir en vidéo. Et on va ensemble aller creuser dans votre commercialisation pour en extraire les points forts et les points faibles. Le but du jeu, c'est de vous aider à bien identifier ces points forts pour vous continuer à bien faire ce que vous faites bien et de faire évidemment l'état des lieux de tous vos points faibles pour que vous puissiez commencer à imaginer les solutions que vous allez devoir y apporter. Voilà, donc encore une fois, vous pouvez planifier ça avec nous en cliquant sur réserver un rendez-vous sur ododo.io, je vais vous mettre le lien. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Ododo pour continuer à recevoir des notifications à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Et je fais appel à vous, s'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez qu'on traite avec la vidéo ou une interview que vous aimeriez qu'on fasse, eh bien n'hésitez pas à nous le dire et puis on essaiera de s'organiser de notre côté pour que ça arrive. Voilà. Bonne fin de semaine à tous, bon courage et on se retrouve dans la prochaine vidéo de blog.